dans chaque geste, tu as quand même conscience que tu améliores. Et du coup, c'est vraiment plaisant de se sentir acteur en permanence avec la Terre. Ça fait 20 ans exactement, parce que Jeanne, elle a 20 ans. Je l'ai fait quand elle était bébé. Donc elle faisait ses siestes pendant que je faisais ça. Et donc on m'a donné du chanvre en long, que je connaissais pas, un sac comme ça avec plein de chanvre. Et j'ai commencé à mettre ça avec de la chaux. Et puis j'ai commencé à mélanger, à tremper le chanvre dans la chaux, à le poser. Et je me suis aperçue que ça durcissait. Et elle se solidifie au fil du temps, comme il n'y a pas d'armature, pas de structure. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas tout ça. Et la chaux, c'est la magie de la carbonatation. Donc c'est devenu une grotte, quoi. C'est incroyable comme ça sent bon. Et normalement, c'est un arbre qui est gelif et là, il ne gèle pas, quoi. Et il nous donne des tisanes incroyables. Donc on l'a planté dans un tout petit pot comme ça, à partir d'une graine, juste il était grand comme ça. Et voilà, il doit avoir 17 ans, pas plus. Même pas 15, je pense. Tu plantes des pépins et tu crées des variétés. Là-bas, j'ai des gros arbres partis de pépins. Et donc, tous ceux qui nous entourent, là, c'est que des pépins. Et j'attends, quand ils sont jeunes, j'attends qu'ils donnent des pommes. Si elles sont bonnes, je les garde. Si elles ne sont pas bonnes, je le greffe. Et voilà. Là, c'est un figuier rouge derrière toi. Le figuier rouge, ça donne pas trop ici. Et celui-là, il donne... Enfin, peut-être que c'est parce que le temps réchauffe. Hein. Et donc, il nous donne plein, on fait des marcottes, et il nous donne plein de figuiers rouges. Donc, à partir de un figuier rouge, maintenant, j'ai 14 figuiers, je crois. Et cette année, je vais en faire d'autres. La faune ne va pas très bien, la flore non plus. Et donc, je pense que nous, humains, on peut faire que tout le monde aille mieux. Donc, j'aimerais bien qu'un grand géant qui me fasse une maison, la souris, je peux lui faire une petite maison. Depuis que je fais des petites maisons de souris, il n'y a pas de souris dans ma maison. Un confort d'une nouvelle abondance, quoi. Un confort qui n'abîme pas la planète. Voilà. Donc ça, c'est la super Kerter. Ici, ce qui est touchant, c'est qu'on ne proteste pas en fait, on agit pour. Ici, c'est que des actes en fait, c'est des actes et de la présence. Bah là, j'ai de la matière, du coup, je peux la... Ah, bah c'est bon, Nathalie. Merci. En tant que femme, ça me donne beaucoup de pouvoir de me dire que je suis capable de construire ma maison et de faire une immense sculpture en fait dans laquelle je peux vivre et où je peux faire beau. Si on est tous en mode motivé, joyeux, il y a vraiment une énergie puissante et à la fois quand ça bascule de l'autre côté, tout le monde peut être touché et c'est très difficile de remonter cette énergie. Du coup, c'est assez intéressant parce qu'on a vécu cette problématique un peu de bon, comment on fait une fois qu'on est tous en bas pour réussir à passer à autre chose et à retrouver la belle énergie qui nous permet de construire aussi. Ça c'est une taloche. Ça c'est une taloche, ça c'est une truelle langue de chat.
Il y a plein de stress qui viennent aussi avec les histoires de législation, terrain constructible, etc. Et en fait, quand tu parles un peu aux filles, elles t'expliquent que t'as pas besoin d'être aussi stressé et en fait, t'as juste à faire. Et puis après, tu vois. Et puis en général, ça se passe bien quand même parce que tu trouves des astuces ou même les gens trouvent ça beau finalement. Donc, on n'a pas forcément envie de le détruire. Moi, ça m'a beaucoup soulagée en me disant « Ah, ok, on peut s'arranger, on n'est pas obligé d'avoir 50 000 de côté ou 100 000 de côté. » Une phrase qui m'a touchée aussi, c'est que elle disait que c'était au final une sorte de militantisme en fait, de le faire. Il y a vraiment une vague, un mouvement de retour à la terre, on parle beaucoup de sobriété heureuse, on parle beaucoup de reconnexion à la nature, à notre nature aussi. On a l'impression qu'il y a un mouvement en fait de retour à la terre, mais il y a aussi pour moi une sorte d'urgence en fait, de savoir retourner voir la terre et vivre avec et savoir se débrouiller en fait et être indépendant. Voilà. Et là, ça nous met un pied dedans cette expérience et ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer là-dedans. Il y a des panneaux solaires, il y a des solutions pour aussi amener l'électricité dans l'habitat. Et après, bien sûr, dans un environnement comme ça, t'as moins envie de rester derrière un ordinateur. Quand t'es jeune, que tu viens de la ville et qu'on te dit non mais c'est les gens à la retraite qui font ça, qui vont à la campagne et tout, qu'est-ce qui t'arrive Déjà, il y a ces craintes qui s'en vont rien que quand tu testes. T'as pas le confort auquel t'es habitué, mais t'en trouves un autre. Autrefois, les gens, ils avaient ce savoir-faire, ils savaient construire, ils savaient se débrouiller, ils savaient se chauffer, se trouver à manger, cultiver, et qu'en fait on est complètement déraciné en fait quand on est de notre génération, qu'on a grandi pas à la campagne, même les jeunes de la campagne, voilà. On a, comme dit Gino, on a des trucs déjà tout fait, prêts à l'emploi et voilà, on se pose pas de questions et finalement tu te sens un peu incapable et ce que je trouve intéressant c'est se dire je peux survivre, je peux m'apporter tout ce dont j'ai besoin en fait pour être bien et même plus que bien être confortable et être en accord avec tes valeurs. Sur le chantier on se rend compte aussi que ça aide d'avoir des copains, d'être plusieurs, mais de savoir que si on prend son temps on peut le faire aussi tout seul, ça c'est valorisant. Et du coup, je suis assez contente de mon passage ici. J'ai beaucoup appris en 15 minutes dans le jardin jungle. On sent la présence de la nature, on sent la bienveillance, l'amour, un amour impersonnel, universel en fait, quelque chose de vraiment très doux. Et c'est vivant en fait, c'est ça, c'est... Vivre dans un environnement comme ça, je pense que ça rend obsolète plein de soucis, plein de nœuds qu'on peut se faire à la tête. Donc T'es juste là avec ce qui se passe, avec autre chose que des humains aussi. Je viens de Nouvelle-Calédonie, j'habitais en forêt et donc je me suis retrouvé à un moment pour prendre du recul dans une forêt calédonienne, donc un peu plus dense, plus humide et tout ça, mais où c'était magnifique quand même. C'est une bonne transition pour vivre autrement, plus simplement, donc la simplicité ça rend quand même plus heureux et plus libre. Être moins attaché au matériel et à ce que nous propose la société de consommation, ça nous donne une liberté quand même énorme. De savoir reconstruire une terre, ça m'a apporté un élan de créativité, de faire, même si on se trompe, d'y aller, quoi. Donc une belle énergie. Je pense qu'on n'est pas très loin. Attention, j'arrive. Et il nous manque... on a bien gagné. Il nous manque 5 cm du prendre. Du coup, tu as posé là.
J'ai posé là. Ouais. Non, ça va. Il y a quelques années, j'ai eu un flyer sur l'écartère. Et puis au fur et à mesure, grâce à un burn-out, j'ai commencé à voir que dans mes mains, il y avait un don par rapport à la terre, donc j'ai modelé. Et puis au fur et à mesure, tout m'a amené vers la terre de modelage, et je suis allée de plus en plus dans la nature, parce que ce burn-out m'a fait comprendre l'importance de reprendre cette force de la nature. J'habite en ville, et pour moi, c'est vraiment très important de pouvoir renouer avec la terre. Et j'avais besoin aussi de ne pas faire que de la technique, mais de voir aussi toute la philosophie de vie qui est autour du stage Carter, le vivre ensemble, le vivre dans la nature, l'impact que l'on peut avoir. Donc effectivement, il n'y a pas que Evelyne qui m'a ouvert les yeux, il y a tous les stagiaires qui ont aussi des approches différentes. Et autant les jeunes que les anciens, ça a été vraiment une alchimie et comment dire, le chaudron magique là qu'on met au centre, et puis chacun, que ce soit à 20 ans, que ce soit à 56, à 40 ans, on a tous mis quelque chose de très beau. Donc en fin de compte, Carter, c'est pas, voilà, c'est un art de vie effectivement dans la nature, mais c'est un art de vie au milieu des humains. L'autre, il fait pas pareil que moi, mais en fin de compte, on arrive quand même à associer nos deux énergies pour qu'il y ait un mur qui monte, et on est de chaque côté du mur. C'est aussi cette tolérance dans le fait que l'autre n'a pas la même façon, mais il peut aussi m'apporter quelque chose dans la construction de cette Carter. Vous êtes prêts pour le refrain? Alors tapez dans vos mains. C'est les toilettes fraîches, ouais, celles qui donnent la pêche, ouais, avec elles y a pas de rupture, non, dans le cycle de la nature. C'est les toilettes fraîches, celles qui donnent la pêche, avec elles y a pas de rupture dans le cycle de la nature. C'est les toilettes fraîches qui donnent la pêche, avec elles y a pas de rupture dans le cycle de la nature. J'ai plus d'improvisation, non, et tant pis, mais je fais le bouffon. Après mes études, j'ai fait un grand voyage en Amérique latine, et en revenant, j'ai dû trouver du travail pour subvenir à mes besoins, et disons que c'était vite devenu... Enfin, ça avait plus vraiment de sens. Du coup, c'est quand j'ai vraiment découvert... j'ai entendu parler de tous ces modes de vie-là, ça m'a tout de suite fait tilt, quoi, que ce soit yourte, enfin... tout ce qui change un peu, tout ce qui est plus proche de la nature, finalement... ça donne plus de sens à la vie en général, quoi. Donc c'est ça qui m'a amené petit à petit vers les Carter, et voilà. On va commencer à réfléchir après. Dans l'idéal, on devrait déjà mettre des contours, faire le vent après. La pierre d'en bas, c'est pas grave, hein. C'est vraiment l'extérieur qui compte, en fait, hein. Faut toujours regarder la pente extérieure, parce qu'en fait à l'intérieur, vous aurez votre mur, donc en principe l'eau va pas couler. Voilà. À moins que vous renversiez une tisane sur le mur, ça peut arriver. C'est pas gênant cette pente là.
Bah alors ça par exemple ça peut poser problème parce que en fait faut que votre mur il aille au moins jusque là. S'il s'arrête là, c'est problématique. D'accord. Alors l'idée c'est de trouver des pierres quand même assez plates et qui est quand même une stabilité. Là vous voyez on est quand même vachement en arête quoi. Si ça c'est trop pentu par exemple pour poser des mèches dessus, ça risque de glisser avec le poids du mur en fait. Allez vas-y on suit le mouvement. Vas-y Loïc on creuse. Alors là c'est un peu dur parce qu'elle est gravée. Là, je reviens vers toi, vite, tu vois. Et pour ma part, c'était un cheminement assez naturel. En fait, j'ai été étudiante à Lyon. J'ai essayé d'avoir une vie normale. Et en fait, j'étais triste. Ça me convenait pas, mais je savais pas vraiment pourquoi. Et à force d'expérience en expérience, vu que j'étais déjà fan des constructions, j'ai essayé plein de types de constructions et je voyais plein de types de vies différentes aussi. Et en fait, ça m'a paru normal. J'étais bah ouais, mais c'est comme ça que je veux vivre simplement, avec la nature, ne pas avoir un grand crédit, gagner peu, mais vivre abondamment de simplicité. Et ouais, je me suis pas trop posé de questions, c'était naturel. Outil ancestral, compas manuel. Donc là, on fait une carter de 2,50 m. Du coup, ça, je vais le planter au centre. Quand on prône une construction écologique, ça passe aussi par l'écologie de soi-même, de se respecter. Donc voilà, faites attention à vous. Bon, bref, je reviens à mon petit compas. Donc, vu qu'on fait une carter de 2,50 m, le rayon sera de... Très bien. Hop, alors... 1,25 normalement, c'est là. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on change même de 2 ou 3 cm sa construction, ça change la volumétrie à l'intérieur, c'est assez immense. Pour rentrer, on peut même mettre un bout à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui vient par là. Ouais. Et donc on humidifie la terre. Elle faut pas là. Oh, t'es pas là. Ah bah d'accord, c'était vous ça. Là on la met telle qu'elle est, là, façon terrière. Non, dans l'autre sens. Un peu champignon quand même. Il est super là. Tac. Evelyne tenait vraiment fort à ça, c'était de faire une construction très simple. Elle parle de pâte à modeler qu'on modèle avec nos mains, avec très peu d'outils et très peu de savoir-faire. N'importe qui a peu fait de choses avec ses mains est capable de construire une carter. Ah mais vous c'est alors. chaud, c'est parfait. Un peu. Non, c'est trop payé. Pourquoi elle a mis Apparemment, c'est genre super beaucoup. Notre travail, c'est de donner confiance aux gens. Et en 5 jours, la plupart du temps, on y arrive et ils repartent, ils se disent « je suis capable de construire ma maison ». Et c'est énorme comme changement en fait. Et du coup, forcément, il y a des changements humains à travers ça, magnifiques à voir. Et... Du coup, souvent en fin de stage, on est content, on est là « waouh ». On a fait une belle œuvre. Ouais. Quand je suis ici au Carter, c'est vrai que rien que de sortir le matin pour les premiers gestes en fait, pour aller se rincer, on sort, on voit tout de suite la rosée, on sent les plantes. Enfin, il y a un rapport tout à fait différent que dans une maison où on passe tout un moment de sa journée complètement coupé de l'extérieur. Tu nourris ton nez, tu nourris tes yeux de la beauté de la nature, des petites choses. Tes oreilles aussi. Tes oreilles. Les bruits. C'est assez riche. C'est sûr que de dormir en connexion avec la terre, ça apporte vraiment une énergie en plus. Tu dors moins, tu manges moins. C'est un autre apport qui est très nourricier. La Terre, vue comme organisme, elle a besoin d'une ceinture forestière tropicale, équatoriale,
pour la protéger contre l'impact solaire extrême au niveau équatorial. Et c'est ce qu'on vient de découvrir pour la forêt amazonienne. Elle a un rôle essentiel pour protéger la Terre contre cette irradiation solaire. Elle transforme cette énergie solaire en biomasse, en cycle de l'eau, forme des nuages, provoque des précipitations. Et on considère la forêt amazonienne actuellement et toute la ceinture équatoriale comme étant un cœur climatique de la Terre. Donc l'arbre, c'est un organe, la forêt, c'est un organisme et un organe. Et la Terre, c'est un organisme qu'il faut comprendre avec sa physiologie, avec ses énergies, avec ses métamorphoses. L'arbre pulse à plusieurs niveaux, au niveau solaire, des saisons, au niveau lunaire, au niveau des fréquences du cerveau humain. C'est les fréquences de Schumann, 7,8 pulsations par la seconde, ce qu'on appelle aussi la fréquence de la Terre. Donc l'arbre pulse en synchronicité avec la Terre. Et l'homme peut se mettre en contact, en phase avec cet arbre pour se reconnecter à la Terre. La friche, c'est la maman forêt, c'est-à-dire que la maman forêt est tombée, fait de l'humus, et le temps où elle était épineuse, elle a laissé sortir des arbres qui ont été protégés par la maman forêt, et maintenant elle fait l'humus. Et là, il n'y a presque plus de friche, on peut passer partout, et c'est devenu une mini-forêt qui me donne mon bois mort pour chauffer ma cartère, qui me donne des feuilles pour humuser mon potager. Je prends pas tout évidemment parce que je pourrais pas, de toute façon il y en a plein. Et c'est vivant, il y a plein de nids, je sais toujours où sont les nids. Et voilà, petit à petit les saules aussi vont s'en aller et à la place sont en train d'arriver les chênes et les érables. C'est très joli d'observer, partie de la friche, arrive la forêt, la friche qui est riche. Ah oui, la friche est riche, on va dire ça. Si tu laisses la friche, t'es riche. Et les paysans ont pris toutes leurs terres agricoles à la forêt. Ils ont défriché les forêts. C'est pour avoir la surface, mais surtout pour avoir ces sols à disposition, qui étaient très riches en matière organique et capables de stocker beaucoup d'eau. Et actuellement, à cause du labour, à cause du manque d'engrais organiques, à cause des pesticides aussi, à cause des engrais de synthèse, on n'a plus d'apport en matière organique dans les terres agricoles. Ces terres ont perdu leur matière organique jusqu'à passer de 8, 10, 6% à 1% parfois. Donc c'est là cette grande urgence, c'est de reconstituer les sols agricoles grâce aux ligneux. Et là on a plusieurs méthodes. C'est le charbon de bois, la terre apprêta, c'est le bois raméal fragmenté. Bien aussi des méthodes purement agricoles avec des plantes herbacées, des plantes fourragères pour faire du semis sous couvert végétal où le couvert végétal donne directement de la matière organique qui sera moins durable que de la matière ligneuse, mais si on répète la méthode, on peut vraiment réenrichir ces sols très rapidement. C'est l'abondance. Ça c'est bon pour les émousseurs. Et là il n'y a plus rien qui pousse. Ici du coup. Et tout l'hiver ça va faire son travail. C'est pas plus difficile que ça. Il n'y a plus d'envahisseurs parce que chaque envahisseur qui est venu, je l'ai ramené encore plus. Et au lieu d'enlever l'envahisseur, s'il envahit, c'est parce que la terre en a besoin. Du coup, si tu l'enlèves, bah, il en fait tout le temps. Il y en a qui disent qu'il faut 20 000 ans pour faire 20 cm d'humus. Et là, j'ai gagné presque 5 000 ans. Je leur apporte de la consou, des feuilles, des écorces tout l'hiver. Et petit à petit, ils mangent tout ça. Et ils font, là on doit en voir sauter quelques-uns. Il fait un peu sec, mais il y a quand même du monde. Et voilà, donc tout ce monde qui sont les jardiniers de l'ombre,
c'est ceux qui font le compost du dessus. Et je me garderais bien de retourner cette terre, sinon je tuerais tout ce monde-là. L'humus, ça n'a rien de sale. Cette terre, c'est quelque chose de sacré dans tous les sens du terme. Si vous prenez par exemple une poignée d'humus sous la litière, si vous humez cet humus, encore une fois le même mot, vous avez là l'arôme de l'humus forestier typique. Ça, c'est l'humus forestier. Et ce qu'on a découvert, c'est que cet humus forestier contient des substances, dégage des substances volatiles, qui ont un effet psychotrope, qui ont un effet activant pour le cerveau, un effet euphorisant et rendant beaucoup plus sain et éventuellement même plus intelligent. La Terre, elle est chargée électriquement autrement que l'atmosphère terrestre. Et les arbres sont entre deux. Ils sont comme des paratonnerres, mais beaucoup plus subtils. C'est des courants qui montent, qui descendent. On peut mettre des électrodes sur les arbres pour mesurer leur potentiel bioélectrique. On y a découvert des cyclicités lunaires. Mais simplement, cette Terre, elle est très riche en énergie et ça provoque une ionisation de l'air, surtout en forêt, grâce à la présence des arbres, à l'humidité forestière. Autre qu'une ionisation en milieu urbain, c'est une ionisation négative, riche en ions négatifs chargés d'électrons. Et ces électrons, cette électronégativité, elle est surtout présente dans la Terre même. Donc lorsque vous mettez en contact avec la Terre, pieds nus par exemple, vous rétablissez un contact qui a toujours eu lieu pour l'homme durant toute son évolution. Oui, dormir avec la Terre, ça donne... Voilà, en ce moment, on ose parler d'énergie, etc. Moi, j'aime pas trop parler comme ça, mais c'est évident que quand je dors pas avec la Terre, avec la planète vraiment proche, je me fatigue beaucoup plus. Et je pense qu'il y a moins besoin de compléments alimentaires, de tout ça. Si tu dors avec la Terre, il n'y a pas besoin même. Il y a le côté écolo, le chambre, les propriétés du chambre et tout ça, mais c'était aussi le coût, que c'était vachement accessible à la construction et une technique facile d'accès qu'on pouvait acquérir finalement assez facilement. Et c'est ce qui m'a plu aussi sur le chantier, c'est que finalement il y a quelques phases qui sont où il faut être assez précis, mais globalement on peut tout assembler à l'œil et au final ça sera quelque chose de solide et on arrivera même à en faire quelque chose de beau. Donc ça c'est assez appréciable. Au départ, j'étais venue là juste pour apprendre à construire une maison un peu originale, proche de la nature, etc. Tu vois. Et je repars en fait avec... j'ai appris tellement plus que ça, parce qu'on n'apprend pas juste à construire une maison un peu nature. Il y a un rapport à la terre, au végétal qui est magnifique, qui est important, et il y a une approche humaine aussi qui est très importante et dont je ne m'étais pas du tout rendu compte en amont. C'était une expérience de vie magique et une reconnexion à la terre incroyable. Mais il y a plein de nouvelles choses à vivre et voilà, et on avance tous ensemble. Pour pouvoir toucher le monde dans son ensemble, c'est plus que des pas à pas qu'il faudra, c'est remettre en question l'ordre social tel qu'il est. On a nos chefs de chantier, et chef c'est un mot qui est frais en général, ou qu'on essaie qui a une très mauvaise connotation, mais finalement là c'est des chefs qui nous apprennent à devenir chefs, à pouvoir nous-mêmes devenir des bâtisseurs, à faire nos propres expériences, et qui sont très à l'aise avec ça. T'as les autres qui gratouillent. C'est pas mal là, la gouttière avec la pierre. Ouais, c'est comme une langue. Ouais, c'est bien. Une trace de chaussure aussi. Ah ouais, ça fait l'empreinte. Ça sera mon marchepied pour monter sur ma carte. Fais gaffe, c'est tout neuf. Hein. Ah oui, pardon. J'ai vu que je suis très léger.
Vas-y, tu peux t'asseoir sur le truc là-bas pour voir. Ouais, non, je suis montée dessus au moins 3-4 fois. Là. Mais je fais pas le même poids qu'avant. Mais tu fais mon poids. Ça devrait le faire. J'habitais à Paris. J'étais juriste en droit du travail. Et à un moment donné, ça me convenait plus du tout. Enfin, je cherchais du sens dans ce que je faisais, il n'y en avait pas. Alors je suis partie en voyage. Et après je suis revenue, j'ai essayé de retrouver du sens dans des études de développement durable, etc. Et suite à ça, je me suis intéressée à la bioconstruction, etc. Et en fait, après je suis arrivée ici en Bretagne par le biais d'un ami. Et là j'ai rencontré Lécarter, j'ai rencontré Evelyne. Et j'ai décidé de quitter mon appart à Paris et de venir ici. Et ça m'a vraiment plu d'être formatrice, d'apprendre aux gens de voir qu'ils peuvent créer par eux-mêmes une carter, quoi. Et ça m'a tellement construit moi intérieurement, reconnectée avec tout, puisque moi j'ai été un peu déconnectée quand j'étais à Paris quand même, c'était un peu dur cette période. Je vivais hors sol, je vivais hors nature, et j'avais toujours ce manque et je savais pas ce que c'était. Et en fait, en venant en reconnexion avec les éléments et en se construisant petit à petit, en recréant par soi-même quelque chose, de toucher la matière, bah, ça m'a rééquilibré vraiment. Et donc, voilà, je pense que quand on donne, qu'on crée une carter, qu'on construit quelque chose, si après on a l'envie en fait de créer, bah, après on est vraiment ouvert sur tout. Et quand je donne des stages carter, je voudrais donner cette porte, quoi, aux gens, qu'on peut tout faire, quoi. Quand on veut, on peut tout faire. Et voilà. Et que c'est que des barrières, tout ça. Ouais. Et moi j'avais plein de barrières, et donc sauter le pas et les mains dans la terre, et voilà. J'ai été un peu animatrice nature. J'ai fait aussi beaucoup d'escalade. J'ai été j'ai fait plein de trucs. J'ai été bergère. Toujours en lien avec l'extérieur, en fait. Et en lien avec les gens. On est encore sur de la recherche. Et je suis encore sur de la recherche en ce moment. Parce qu'il y a encore plein de choses à faire pour que ça soit encore plus top, génial. Et prouver qu'une carter, ça peut être vraiment un habitat sain, accessible à tous. Voilà, donc c'est pour ça que je me mets dans l'aventure. On a un de nos stagiaires qui nous a dit, on était toutes les deux formatrices. En fait, ici, on est dirigé par des chefs pour apprendre à être des chefs. Et je trouve que ça parlait vachement. Moi, ça m'a vachement touchée qu'ils disent ça parce que. En fait, c'est ça que j'ai envie de partager à tous, c'est que vous êtes tous cap et vous êtes tous maîtres de vous-même et vous avez tous. Je sais pas, ça m'avait plu cette phrase. C'était assez bien imagé, quoi. Évidemment, il y a des bases, mais tout ça aussi pour redonner cet espace d'expérimentation de chacun, quoi. C'est que c'est avec la matière, c'est la matière qui nous enseigne. Cette matière-là, en fait, c'est des matériaux naturels, et avec les matériaux naturels, c'est vraiment elle qui va nous enseigner comment faire. Ouais, et puis les formes souples, je pense que... Les formes souples. Les formes souples, ça... C'est pour ça que t'as pas de règles carrées, quoi, de bois, tu poses ton boudin. Et c'est une créativité sans fin, ouais. Et en plus, c'est une créativité. On peut rajouter, c'est vraiment barbe à papa, quoi. C'est vraiment une créativité sans fin, et ça, c'est génial. On montre aux gens qu'on peut consommer moins, qu'on peut habiter dans du plus petit, et qu'on sort un peu de ce schéma de consommation. C'est pas un retour en arrière que de vivre en carter, c'est un confort dans un espace qui est peut-être un peu plus petit, avec un peu moins d'objets. Et on peut se faire du sur-mesure, quoi. En plus que de libérer les gens sur ils sont cap, ça libère un peu la planète, même si je dis pas que les carters c'est bien dans tous les endroits, il y a aussi plein d'autres types de constructions. J'ai envie que ça se démocratise, qu'on peut construire sa maison avec autre chose que du béton. La carter, c'est un habitat parmi plein d'autres. Et on est bien, quoi. On est bien, ouais. On est confort. C'est pas on va se cailler et tout. Au contraire, en fait, moi, c'est une maison la plus confortable que j'ai eue de ma vie, quoi. J'étais dans des apparts, dans des maisons, dans des trucs. Et dans une carter, c'est là où j'ai eu le plus chaud, où je suis le plus confort. Et en ayant moins de choses. Et en ayant du beau, quoi. Et c'est rare d'avoir de l'esthétique aussi dans une maison aussi beau, quoi. Des choses sculptées, on voit là les ombres. Bon, après ça prend du temps. Ouais, parce que bon, si tu veux mettre un meuble carré, ça rentre pas, quoi. Tu es obligé de te fabriquer ton meuble. Mais voilà, en même temps, tu te fais des sur-mesures ici. En fait, on gagne du temps dans notre vie, je crois. Ouais. Parce qu'on a moins besoin de travailler. Parce qu'on a moins besoin d'argent. On a moins besoin de choses. On a moins besoin de choses et en fait, du coup, on gagne notre vie. On transmet du lâcher-prise. On se transmet du lâcher-prise, c'est ça.
Attention. Alors, on est à la saline royale d'Arc-en-Senans pour faire des carters, comment dire, à la façon Luc Schuiten et Carter. On cale vite fait les plans, on valide les plans. On valide les plans. Nous, il faut qu'on ait quelque chose de plus fromage blanc, plus liquide. Du coup, on a remis un peu d'eau. Donc s'il y a besoin d'eau, le robinet est là-bas et puis avec le tuyau, on peut réajuster le mélange. On va mettre une poubelle d'eau carrément ici pour même pouvoir se rincer les dents. Ah ouais, ce sera bien ça. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Donc là, du coup, on remélange pour avoir la bonne texture. Et voilà, c'est tout simple. On fait ça. On ouvre bien. On est calé et là on étale. C'est important. On la recouvre complètement. Et l'important, c'est que vraiment, là, on le voit, si je réouvre, il y a de la matière de partout. Parce que plus on va faire gros, moins des fois la matière va de partout. Donc c'est bien de vérifier qu'il y en a bien. Parce que c'est vraiment comme une colle. Et si on met pas assez de colle, et ben, toutes les mèches entre elles ne seront pas bien collées. Mais bon, tu cherches à faire un aspirateur, tu le montres quand même comme ça. Non. C'est les jardins qui sont consacrés à Luc Schuiten cette année. Et là, on vient de faire une carter de 5 mètres de diamètre avec l'équipe des filles de Carter et plein de bénévoles. Et les équipes des jardiniers de la saline. C'est beau les amélanchiers là, les fleurs, elles sont belles. Amélanchiers? Ça c'est des amélanchiers. Ah génial, j'en ai planté un dans mon jardin. C'est l'arbre qui pousse sous la forêt, c'était l'arbre du sous-bois. Trop bien. Et il disparaît parce qu'il n'y a plus de sous-bois. C'est celui-ci là? Non, derrière, en fleurs derrière. Non, ça c'est du saule quand même. Oui, je me disais, ouais. C'est bizarre. Et l'amélanchier donne des fruits comestibles. Ok. Pour les carters, en général, c'est du chanvre et de la chaux. C'est-à-dire du chanvre sorti du champ, pas du tout coupé, en filasse, comme ça, justement comme ça. Et avec de la chaux et du sable. Et ensuite ici, c'est une technique qu'on n'avait pas encore fait, ils ont fait un dôme de bambou qui a soutenu notre construction parce qu'elle était très haute, enfin plus haute que d'habitude, disons. Et du coup, voilà, c'est tout comme matériau. Donc ça fait des maisons qui coûtent très peu cher à la terre et peu cher à l'humain, ce qui n'est pas rien. La civilisation industrielle a programmé sa propre obsolescence. Nous sommes des êtres biologiques. La Terre est un vaste organisme vivant. Il est tout à fait raisonnable de penser que le lieu le plus adapté pour pouvoir vivre est quelque chose qui ressemble à l'emboîtement de multiples organismes vivants, comme peut l'être un écosystème, un massif corallien, une forêt primaire. Je cherche toujours à aborder la 4e dimension, le temps. Le temps est capital pour arriver à comprendre un lieu, une vie et s'y plonger. Et on voit au départ Shanghai tout à fait embué dans sa pollution. Et plus on avance vers le futur, plus on va trouver un air lumineux. On retrouve des structures telles qu'on peut en trouver dans l'ensemble du monde du vivant. Et on se balade dans la ville par les toitures, parce qu'en reprenant position dans les toitures, on regagne l'horizon. En ayant perdu l'horizon, en se promenant chaque fois au fond des rues, on a perdu aussi une manière de s'orienter, de comprendre la ville, de ressentir les choses intensément. Ici, c'est un dessin qui vit.
Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait différent, parce que c'est uniquement des pigments qui sont mis sur une toile et qui, au lieu d'être statiques, commencent à s'animer. Les lumières qui se trouvent derrière, etc., nous donnent cette impression d'un monde nocturne. Il est au milieu de mon potager, j'aurais pu l'arracher bien sûr, mais je pense que si la planète l'a fait là, c'est qu'elle avait besoin de le faire là. Et ça va nourrir les chardonnerets qui viennent manger ses graines. Et pour ça qu'il s'appelle chardon et chardonneret, etc. Et c'est aussi, ça s'appelle cabaret aux oiseaux, c'est-à-dire que là elle le fait moins, mais ça garde l'eau. Quand il y a la rosée, ça garde l'eau là. Les oiseaux viennent boire. Hop, ça pousse là-dedans, quoi, dans une espèce de mulch qui était en plus. Et la friche était déjà, parce que sous la friche c'est très riche, parce que c'est beaucoup de feuilles, beaucoup d'écorce, beaucoup de bois mort. Donc il n'y a pas plus riche que la friche. Tout le monde râle après la friche, alors que il suffit quand elle est vieille de l'écraser et puis de planter dedans. Et elle a préparé une très bonne terre. Ouais, elle pique pas. Et si elle pique, tu te piques un jour, tu prends du plantain. Le plantain, c'est aussi une plante à protéines. Et il y a toujours du plantain où il y a des orties, ça c'est assez rigolo. Et le plantain, tu te frottes la piqûre d'ortie, tu la frottes avec des feuilles de plantain et ça t'enlève complètement le venin de l'ortie. Donc il y a toujours comment dire, la dot et l'antidote. Il y a plein de gens qui retrouvent toutes ces plantes anciennes. Pardon l'abeille. Chacun son droit sur l'origan. C'est beau, hein? Ça c'est la fleur de carotte. À ne pas confondre avec la ciguë. C'est facile à reconnaître parce qu'il y a une petite fleur au milieu. Ça montre que c'est une fleur de carotte. C'est comestible, mais il faut vraiment pas confondre avec la ciguë, quoi. Voilà, ça c'est une base d'alimentation. Où que tu sois, a priori tu peux manger ça. Et si t'as pas de pilon, tu prends un galet et tu peux t'écraser. Ça, trouver un petit peu de nourriture comme ça, c'est quand même la gratuité absolue, quoi. Et ça va faire une sorte de pâté végétal, mais hyper énergétique. Et c'est vrai que quand tu manges ça, alors ça donne vraiment des beaux cheveux, j'en suis sûre. Ça fait des cheveux plus beaux. Tu sais, on met souvent des shampoings à l'ortie. Bah, autant manger de l'ortie, c'est plus efficace, je pense. Et c'est des protéines. C'est-à-dire que ça remplace la viande, voire le fromage, voire tout ça. Tic. Il y a des années, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, tout le monde le dit, mais il y a 25 ans, j'ai compris que si on ne faisait pas quelque chose, ça allait pas trop aller bien. Du coup, je me suis mis à chercher comment faire et j'ai compris vraiment que c'était pour moi et pour plus que moi. C'est ce geste que je fais souvent pour les enfants en leur disant « Si tu fais pour toi, il faut que ça serve aussi à tous et il faut que ça te serve à toi. » Avec notre système de vie en Carter, c'est qu'on est bonifiant, on fait du bien à l'environnement. Ici, c'est une terre agricole. Je dénature pas du tout le milieu et je crée même de la biodiversité parce qu'on plante plein d'arbres fruitiers, qu'on met plein de fleurs mellifères, qu'on crée des mares, donc il y a un biotope qui est en train de se créer aussi. Et les Carter, c'est ça, on n'a pas de fondation. Tu peux la découper, c'est de la chaux, c'est du chanvre, ça dénaturera pas le milieu. Là où j'habite, je permets à la nature d'avoir un petit havre de paix. On est dans une génération où on est sans terre.
Ça coûte beaucoup trop cher. Cette Kerter-là, en tout, elle a dû coûter 10 000 €. Elle est hyper durable, elle est saine, j'y suis bien, j'ai pas de crédit sur le dos. Donc on est dans un problème où on est des jeunes sans terre en fait. Ah, c'est toute une technique, hein, parce que si tu mets pas le seau dans ce sens-là, il tombe pas. Il faut que quand tu fais ce bruit-là, c'est que ça marche. Ah, il y a encore un peu de profondeur. J'avais peur là, je me disais qu'il avait vachement baissé. Et là, avec la transparence, on voit que... Bon, tu vérifies toujours qu'il n'y a pas de triton là-dedans, parce que... Il y a un triton qui habite dans le puits. C'est trop cool. Il y a des salamandres aussi. Hop là. On présentait les Kerter et il y avait Cocopelli avec toutes ses graines. On a complètement craqué. J'ai acheté du patidou. Tu connais le patidou? C'est trop bon. Si tu vas avec un projet, tu viens montrer que ce que tu fais c'est vachement plus intéressant que du béton. Il y a des mairies qui vont soutenir et qui vont accepter les permis de construire. Et c'est en train d'arriver pour plein de choses, pour des ados, pour des yourtes. Voilà. Il y a des permis de construire. Il y a les terrains constructibles, les terrains non constructibles, de loisirs ou les terres agricoles. Sur les terres constructibles, on a déjà réussi à avoir... il y a des particuliers qui ont eu des permis de construire pour des Kerter. Ils ont appelé ça écodome type Kerter. Alors j'ai pas trop de nouvelles, mais voilà, je sais que ça a été accepté une fois. On a eu des extensions aussi qui ont été acceptées. Donc pour permis de construire, c'est au-dessus de 20 mètres carrés. Alors il y a un truc qui dit que c'est passé à 30 mètres carrés pour pas défavoriser les gens qui font de l'isolation épaisse. Voilà, entre 20 et 30 mètres carrés, permis de construire. Tu vas à la mairie, tu déposes ton permis, tu montes ton projet, il faut expliquer la valeur que ça a de faire un projet écologique. Habitat léger, ça ne veut pas forcément dire démontable, ça veut dire réversible. Que si tu dois retirer ton habitat, le déconstruire, il n'y a aucune empreinte, donc pas de fondation au sol, le terrain redevient naturel très facilement. Celle-là qu'on a fait en même temps, il y a encore des scotch. Il y avait 2 branches, du coup on a greffé sur les 2 branches. Comme ça va plus vite, on a des fruits plus rapidement. Je dois planter environ 1000 arbres par an. Surtout les arbres fruitiers, parce que je suis gourmand et puis il faut à manger, quoi. Et après je remarque que tout le reste, tout ce qui est... Tous les arbres de type forestier, bon, ils n'ont pas besoin de moi pour être plantés. Il y a les écureuils, les oiseaux, et tout ça, quoi. Il y a d'autres jardiniers aussi. Greffer, semer, bouturer pour avoir plein de choses à manger, partager. Et surtout être avec les arbres et les plantes. Et les arbres, tu vois, ils se plantent tout seuls. Enfin, ils n'ont pas besoin de nous pour être plantés. Mais c'est important de planter des arbres aussi pour en favoriser certains et puis pour planter ceux qui portent les fruits qu'on préfère. Tu vois, il y a des poiriers là, des figuiers. Si on les avait pas plantés, on n'aurait pas les poiriers et les figues devant la porte de notre maison, quoi. Du coup, c'est important d'en planter là où on veut, que ce soit plus pratique. Toi, tu as le tronc principal et puis les charpentières, en fait, c'est les branches qui partent du tronc. Ce pommier sauvage, avant, il avait les 4 comme ça. On a mis 4 greffons et tu vois, en 3 ans, ou 2 ans, il est déjà costaud, quoi. Et il y a eu des pommes, et tu vois là, l'année prochaine, il y a des bourgeons à fruits, il aura peut-être 20 pommes. La greffe, ça sert à greffer sur des porte-greffes sauvages des variétés fruitières et puis de pouvoir multiplier la diversité fruitière qui ont été sélectionnées il y a même des siècles pour certaines, donc des vieilles variétés, et d'avoir tout ça dans son jardin.
On a mis des variétés souvent anciennes parce que c'est quand même les meilleures. Elles sont pas sensibles aux maladies et après elles ont un goût qui est... Enfin, moi que je préfère, toi, c'est les vieilles variétés. Il y a un prunier là qui fait plein de petits rejets. Et du coup on a mis une autre variété de super prune. Et on aurait pu greffer dessus un abricotier, un pêcher ou un amandier. C'est compatible aussi, c'est la même famille. Il faut donner à manger à ces plantes pour pouvoir manger soi-même. Donc tu leur donnes des feuilles à manger. Les cloportes te mangent ça incessamment, hiver comme été. Et ensuite, ça te donne à manger. C'est comme rentrer dans la danse. Cool. Voilà, je suis dans la danse de mon poirier greffé sur aubépine qui donne des énormes poires. Alors qu'on m'avait dit que ça donnerait des toutes petites poires. Chaque année, il donne des grosses poires alors que c'était une aubépine qui gênait dans mon potager. Maintenant, j'ai un poirier dans le potager, mais ça n'a pas l'air de gêner non plus. Tadam. Donc les feuilles de consoude, c'est pareil. Tu vois, plus ça pousse ici, plus elles grossissent. En fait, tout devient de plus en plus grand un peu. Et voilà, ça va humusser. Qui ça va humusser? Allez, le plant de courgette. Et surtout protéger du soleil et tout ça. La pauvreté du jardinier, c'est qu'il a 5 grammes de graines. Alors il doit s'en occuper beaucoup parce que 5 grammes de graines, c'est vraiment... Là, regarde, j'ai tellement de graines de radis que je peux faire comme ça, puis je m'en occupe pas. Là, j'ai tellement de graines de céleri que, voilà, tu vois, là, en ce moment, je fais souvent ça, je me promène et puis hop, je sème. Mais il y en a tellement parce que la graine, c'est l'abondance. Et c'est ça qu'on a un petit peu perdu. Et du coup, si tu laisses monter tes plantes à graines, et ben, elles te donnent... J'ai du céleri tout le temps, sans jamais m'occuper du céleri, quoi. Et j'ai des graines de céleri tout le temps aussi. Le kénopode, c'est là c'est le kénopode bonori. Là, il est en train de faire ses graines. Tu vois, c'est une feuille qui est assez jolie. J'aime bien cette feuille. Donc ça, c'est une plante sauvage qu'il y avait un peu ici en grande quantité. Maintenant, il y a juste la bonne quantité. Et c'est un épinard sauvage qui est tout à fait aussi bon que l'épinard. Et je ne m'occupe pas de lui parce qu'il se ressème aussi tout seul. Il y en a un peu partout. Je le fais cuire ou je le mange cru. Voilà, tout ça, c'est assez facile, quoi. En fait, en ce moment, je refais ma porte de carterne. Je ne m'occupe pas de mon potager, mais... Et il va bien quand même sans moi. La seule chose que je fais, c'est de temps en temps, je me promène, cueille des feuilles de consoude. Soit je les mange, parce qu'on peut très bien faire des filets de consoude, là, elles sont un peu grosses. Mais tu les mets dos à dos comme ça, pof, tu les trempes dans de la farine et de l'eau mélangée, avec un petit peu de sel, et tu fais griller à la poêle, et tu as l'impression de manger des filets de poisson. Un petit filet de citron là-dessus, et tout est bon. Là, la bardane, tu vois, ça donne des énormes feuilles. Du coup, quand elles gênent un petit peu, je les prends. Elles sont super pour humusser et protéger. Voilà, là, c'est les betteraves rouges. Hop. Et là, elles sont bien au frais. Et c'est pour ça que j'arrose jamais. Mais c'est pas vraiment du paillage, parce que c'est rien à voir avec la paille. C'est des plantes de toutes les sortes. Je prépare les plantes de phytoépuration à partir de ça que tu plantes à l'envers dans l'eau. Elle est belle, hein? Tatin. T'as vu, elle a fait ses petits bébés en haut. Et ça, c'est une plante phytoépurante qui se plaît les pieds dans l'eau. Et donc, elle était comme ça au début. Alors, on a le chauffe-eau à bois qui va donner l'eau chaude dans la super baignoire qui est dans la cartère salle de bain. Et l'eau s'en va dans la phytoépuration, c'est-à-dire la phytoépuration, c'est toutes les eaux grises. L'eau qui est ressortie du bassin de phytoépuration, elle ressort propre grâce aux plantes.
Plein de petits bassins d'eau, au lieu de faire des gros bassins, c'est compliqué. Plein de petites poches d'eau comme ça. Et ben j'ai des grenouilles toujours qui s'installent là et ça c'est important. Et du coup j'ai plein de grenouilles qui mangent les limaces, toutes les choses qui peuvent être des prédateurs. Ça c'est pour les toilettes sèches qui vont sentir super bon. Et dans les toilettes sèches on peut mettre toutes les plantes qui sentent bon. La tanaisie, la lavande, l'origan, le romarin. Et alors c'est fait beaucoup mieux que des pchit-pchit. Souvent quand un arbre se couche, on va le couper. Et c'est fort dommage parce que soit il va faire de l'humus, de toute façon une grande quantité d'humus, soit il va continuer de se promener. Et là c'est ce que fait l'arbre-osor et c'est très beau à voir. On s'est aperçu qu'en plantant des pommiers, du côté où il a fait toutes ses feuilles, ces pommiers poussent 3 fois plus vite qu'ailleurs. Et ça c'est vraiment essentiel, la feuille d'arbre est une richesse incroyable. Si on la laisse pendant des centaines d'années, des milliers d'années, on va retrouver une fertilité très simple parce qu'on n'a rien à faire. Le terreau de la vie qui se fait tout seul. Ça c'est la richesse mon bon monsieur. Le vieil arbre est un élément essentiel de nos vies. Avec ce chêne on a un exemple de vitalité impressionnant, remarquable. Parce qu'on voit c'est un chêne qui est devenu creux, qui a eu son intérieur, qui a commencé à pourrir, probablement une branche cassée a permis à l'eau et à la décomposition de progresser à l'intérieur. Mais là, maintenant, il réagit à cette cavité intérieure en faisant un recouvrement. Il est en train de refermer tout ça. Il fait de l'écorce, même à l'intérieur de son propre corps. Et avec cette partie-là, potentiellement, il est capable à un moment donné de refaire un arbre indépendamment de cette partie-ci. L'arbre se referme sur son ancienne structure. Et c'est vraiment un exemple impressionnant de vitalité. Je trouve préférable de laisser les branches mortes tomber par elles-mêmes, simplement avertir les visiteurs que s'il y a beaucoup de vent, faire attention, se tenir un peu à distance. Mais c'est mieux que de couper préventivement à la tronçonneuse des branches et l'arbre souvent ne réagit que mal à une coupure de ce genre-là. S'il y a encore des tissus vivants, parfois c'est même dommageable. Laissons la nature faire ce qu'elle veut. Voilà, on a peur, on se dirait oh, ça va envahir. Mais non, pas du tout. Ça va enrichir. Tout se mélange, s'imbrique l'un dans l'autre et personne ne se gêne. Tu vois, le raisin ne gêne pas spécialement le figuier, qui ne gêne pas le potiron. La jungle, sur très peu de mètres carrés, elle fait énormément d'humus. Très diversifié parce que tu as les feuilles de cassis qui sont avec les feuilles de vigne, avec les feuilles de pommier, avec les feuilles d'ortie, avec les feuilles de figuier. Donc tout ça sur 1 mètre carré. C'est pour ça que j'appelle ça le jardin jungle. Il faut comprendre que les plantes ne se gênent pas, elles vont s'adapter. On a peur, nous, de l'envahissement, souvent entre humains. Et les plantes n'ont pas spécialement peur de l'envahissement. Chacun va prendre sa place. Et les jardins jungles, c'est ça. Chacun prend sa place. Il faudrait peut-être que les humains s'en inspirent. Tu tailles pas, tu traites pas, tu fais rien, tu manges, c'est tout. L'impact bonifiant, c'est simplement décider qu'il n'y a pas un seul geste de ma vie qui ne sera pas bonifiant. Alors bien sûr que j'ai encore quelques gestes dans ma vie qui ne sont pas bonifiants parce que voilà, on vient tous de très loin. Par exemple, au début, il n'y avait pas de fenouil. J'ai été chercher des graines de fenouil à plein d'endroits et j'ai passé mon temps à s'aimer du fenouil. Et maintenant, il y a du fenouil partout. Et pareil avec le salsifis sauvage, avec plein de plantes. Je me promène jamais à la saison des graines sans prendre un peu de graines, puis je les sème et puis Voilà, c'est des gestes du quotidien qui font que tu accélères le processus. Le terrain, avant que j'arrive, on m'a dit que c'était des champs de carottes, tout ça, il y a très longtemps. Moi, j'ai pas connu le champ de carottes, j'ai connu le début d'une friche. Donc il y a des endroits où on l'a laissé grandir et d'autres endroits où on a commencé à mettre beaucoup de fruitiers. Et il y avait ce qu'on appelle la forêt du silence, qui était vraiment très très petite, pas plus haute que ça. Et maintenant, c'est une petite forêt. Je pense que les humains parlent beaucoup, se retrouvent beaucoup avec beaucoup de paroles, voire beaucoup de bruit, voire beaucoup de sons. Je pense que c'est vraiment un vrai bonheur. Il suffit de voir comment on le vit. Voilà, on fait rien, on s'assoit, on est ensemble un quart d'heure le matin et c'est vraiment
vraiment remplissant. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça fait du bien d'être ensemble, à se regarder, à rigoler, mais pas à parler. Tous ceux qui sont venus sur cette histoire, tous ceux qui participent ou qui viennent de temps en temps, en fait il y a énormément de gens qui se sont plu à venir ici, donc on a été plein à intervenir sur ce lieu. Et oui, ça recrée des biotopes de toutes sortes, enfin, simplement de vivre avec cet impact bonifiant, ça permet de... Tout va mieux, je ne sais pas comment... C'est très simple en fait, il y a plus d'oiseaux, il y a plus de lézards verts, il y a plus de salamandres, il y a plus de tout. Dans toutes les régions, on peut faire ça, et il y a des régions qui sont moins, entre guillemets, sinistrées qu'ici, mais ici c'était vraiment très... Comme c'est du sable, c'était devenu très pauvre. Tout autour, c'est quand même très désertifié par la bulbiculture. Depuis des années, c'est beaucoup retourné. Comme c'est du sable et qu'il y a beaucoup de produits pour tuer tous les humuseurs, et tous les champignons et toutes ces choses qui sont indispensables à la terre. Je pense que tous on peut faire des petites oasis où on peut recréer la vie, et puis la vie partout autour pourra regagner. Je crois que si on était des milliards à faire ça, eh ben, il n'y aurait plus de soucis. Alors, si on regarde ces branches de près, maintenant elles sont encore en croissance. Elles font la pousse de la Saint-Jean. C'est une pousse encore en pleine croissance, c'est la deuxième pousse de l'année. Et en fin de saison, ces pousses vont faire des bourgeons qui seront comme des graines à partir desquelles l'année suivante, l'année prochaine, la nouvelle pousse va pouvoir surgir. Il y a un Écossais qui a eu une idée incroyable, une intuition. Cette intuition, c'est que ces bourgeons ne sont pas figés dans leur forme. Ces bourgeons sont éventuellement en train de changer régulièrement leur forme. Donc il a eu l'idée de les photographier régulièrement, à intervalles réguliers, et s'est rendu compte que les bourgeons de tous les arbres pulsent avec une certaine cyclicité. Il a mesuré la variation de forme du bourgeon à travers tout l'hiver, entre la formation et l'éclosion. Il s'est rendu compte qu'il y a sans arrêt comme une fermeture et une ouverture, une tentative d'ouverture, puis au printemps, cette ouverture réussit. Et c'est l'éclosion de la nouvelle tige. Ces tentatives d'ouverture au courant de tout l'hiver, il a découvert que c'est un rythme lunaire. Et pour chaque arbre, chaque essence, c'est un rythme lunaire particulier. Ce n'est pas la Lune et le Soleil toujours, c'est la Lune et une certaine planète en opposition ou alignée avec la Terre. Et la découverte fabuleuse, c'est que pour le chêne, ces bourgeons pulsent en fonction de la Lune et de l'alignement de la Lune avec la planète Mars. Et c'est magnifique parce que toute la mythologie du chêne est toujours liée au dieu de la guerre, Jupiter ou Mars, le dieu de la guerre. Et maintenant, les scientifiques découvrent que le chêne pulse en fonction de la planète Mars qui tourne autour du Soleil par la même vitesse que la Terre et de la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc on retrouve ici une magnifique confirmation du savoir intuitif des alchimistes, par exemple, qui associaient le chêne à Mars, mais aussi au métal fer, qui est aussi associé à Mars. Et maintenant, on découvre les pulsations du chêne. On se rend compte que c'était des intuitions fabuleuses qui enrichissent magnifiquement la science. Est-ce que tu peux nous parler des effets psychologiques du contact avec la nature chez les humains? En fait, il y a plusieurs, comment dirais-je, plusieurs façons en fait de concevoir ces effets psychologiques. La première, bon, qui est un petit peu générale, c'est de dire que, donc c'est les théories un peu évolutionnistes, c'est de dire que de toute façon on est fait des mêmes atomes, des mêmes, enfin on est des êtres de la nature en fait. Donc c'est tout à fait logique que ce soit un environnement dans lequel on se sente bien, on se sente exister, on se sent chez nous en fait, on est chez nous. La nature nous fait du bien, notamment lorsqu'on vit en ville ou qu'on est dans des environnements qui peuvent un peu nous agresser ou nous stresser. Tu vois, avant de venir, on parlait de Paris. C'est vrai que les grandes villes, par exemple, c'est des villes où il y a énormément de monde, il y a du bruit, il y a de la pollution. On a besoin comme ça d'espace dans lequel on peut souffler et où on peut se restaurer.
c'est-à-dire restaurer nos ressources psychologiques et notamment nos ressources attentionnelles. On se restaure avec le sommeil, mais parfois c'est pas suffisant, c'est-à-dire parfois on a vraiment besoin de se restaurer autrement, et la nature c'est vraiment un environnement qui nous restaure. Dès qu'on est dans une nature bienveillante, par exemple comme ici dans ce parc, bon, si on est en plein désert, qu'on n'a pas d'eau, bon là bien sûr on a un petit peu mal, mais c'est-à-dire si tous nos besoins physiologiques nos besoins primaires sont assouvis, la nature, ça devient un lieu dans lequel on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts attentionnels, et c'est pas un lieu qui va nous demander beaucoup de ressources. Voilà. Et donc c'est en ce sens qu'il peut nous restaurer, parce que c'est calme, parce que c'est apaisant au niveau de l'attention, et parce que ce qui nous entoure, c'est quelque chose qui va pas nous fatiguer. En psychologie, il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça, c'est-à-dire est-ce que les gens sentent qu'ils ont de la vitalité ou pas. Et moi je l'ai fait plusieurs fois dans des travaux, je me suis rendu compte que les gens qui étaient très connectés à la nature avaient souvent des niveaux de vitalité plus élevés. C'est-à-dire ils se trouvent plus, avoir plus de vitalité. Alors c'est peut-être lié au fait que ils se restaurent plus, donc ils arrivent mieux à réguler le stress par exemple, ou bien ils font plus d'activité physique. Parce que la vitalité, c'est vraiment le corps et l'esprit, c'est pas juste l'énergie qu'on a comme ça mentale, mais c'est aussi comment on se sent physiquement. À d'autres niveaux, ça peut nous procurer des émotions. Par exemple, lorsqu'on voit le changement des saisons, lorsqu'on voit des couleurs, le coucher du soleil, lorsqu'on voit des éléments de la nature, des fleurs pousser, lorsqu'on arrive à nommer les espèces de plantes, ça génère des émotions très positives parce qu'on peut s'approprier psychologiquement la nature sans forcément vouloir la dominer. Et puis ce qui génère aussi des émotions très positives, c'est justement de pouvoir agir avec la nature. Par exemple, quand on est enfant, se faire une cabane, dormir dans la nature, ou passer du temps dans la nature à simplement à s'asseoir, à marcher, à récupérer des bouts de bois, récupérer trouver des objets, ou même agir. Par exemple, les personnes qui font du land art, tout ça, c'est des activités où on utilise la nature, on se l'approprie, mais d'une façon qui génère beaucoup d'émotions positives. Notre cerveau, il a besoin de complexité, et la nature, c'est très complexe. Ça, c'est des choses qui sont liées, je dirais, à la nature humaine. Voilà, c'est pas contextuel. Je pense qu'on a toujours aimé, l'homme, c'est lié à notre fonctionnement de notre cerveau. Et on apprécie ça presque dès la naissance, parce qu'il y a des travaux qui montrent que le bébé, dès la naissance, est attiré par les visages. Il n'y a pas plus complexe qu'un visage. Notre cerveau, en fait, il évolue tout le temps. C'est-à-dire, on n'a pas un cerveau, puis ensuite, ensuite ça s'arrête, quoi. Non, il évolue tout le temps, jusqu'à notre mort, en fait, il va évoluer. Alors, il décline, hein. Mais il y a plein de connexions qui vont évoluer tout le temps. On a planté des noyers, des poiriers, on a planté un hachis aussi, des pommiers, des pruniers, des gros noyers. Les ifs, on va les planter demain. On les plante en cercle. Un cornouiller qui fait des gros fruits. Le noyer, on l'a planté dans un sol assez sableux, profond. C'était facile à creuser, il n'y avait pas de cailloux. Et il y avait un peu d'humus en surface. Tu regardes comment il est ton sol? Si le sol il est plutôt acide ou basique, ou s'il va manquer d'eau, s'il va être très drainant, et l'été si ça peut manquer d'eau. Au contraire l'hiver si ça va être gorgé d'eau. Et permettre de mettre les bons arbres au bon endroit. Avec le réchauffement climatique, si on continue le tourisme à grande échelle, on va dans le mauvais sens. Donc nous, le but, c'est d'aller dans le bon sens et de trouver des pistes. Et ce centre de recherche sur l'impact bonifiant, il aura aussi vocation à générer des partenariats. Nous, on appelle à des partenariats pour ce centre de recherche pour explorer ensemble et trouver des nouvelles pistes, puisque en fait, ce projet, il a une envergure sociétale. On voit bien que dans les modifications des modes de vie, il faut trouver un changement.
Donc voilà cet objectif du centre de recherche. Il y a le monde de la théorie, c'est-à-dire de se rendre compte que notre Premier ministre en parle très bien, l'urgence climatique, l'accélération de la transition, l'accélération écologique. Il y a beaucoup de gens qui font plein de théories et qui vous parlent de choses. Et puis, à une échelle beaucoup plus réelle, il y a des gens qui font les choses, en fait, qui sont sur le terrain, qui les réalisent. Ça commence là, et c'est parce qu'il y a des gens comme Evelyne qui se battent depuis 20 et 25 ans, qu'aujourd'hui, on a les premières germes qui sortent de terre. Avec la Fondation, on a décidé de s'engager avec la société Carter pour essayer, au niveau local, de mettre en valeur toutes ces bonnes pratiques. Il y a beaucoup de choses qui existent, et je pense que Barbara, tu es aussi très au courant de tous les réseaux et de toutes les personnes qui veulent partager leur savoir. Ces bonnes pratiques, on en a beaucoup parlé avec mon père, et quand on a rencontré Evelyne, en fait, on a changé notre lexique, c'est-à-dire qu'on a arrêté d'appeler ça des bonnes pratiques, mais on a appelé ça des pratiques bonifiantes, parce que ça c'est quand même vachement plus intéressant. C'est bien d'avoir des bonnes pratiques, mais d'avoir des pratiques bonifiantes, c'est encore mieux. Les peuples premiers, si on les regarde d'un point de vue uniquement scientifique, puisque finalement on se bat dans les discours scientifiques pour l'instant beaucoup, ils sont sur 22% de la planète et ils préservent les 88% restants de la biodiversité. Et là, il y a un vrai questionnement à se poser, c'est-à-dire leur fonctionnement, leur mode de vie, leur façon de voir le monde leur permet de rester en harmonie avec la Terre. L'idée, c'est pas d'aller retrouver ce qu'ils font, mais à quel point ils peuvent nous inspirer. Et pour moi, il y a des pionniers qui ont fait ce travail déjà en Europe. Il y en a peu, et Evelyne en fait partie. On parle de société régénératrice, on parle de conscience régénératrice. L'économie, il n'y a pas de raison qu'elle soit prédatrice, elle pourrait régénérer la vie, régénérer la terre. On lance une fondation pour le vivant. Et l'idée, c'est vraiment à travers les continents, se dire comment on crée cette connaissance, comment on la propage, comment on la diffuse et comment on l'incarne. Je vois, avec mon parcours qui est vraiment dans l'écologie et dans la transition écologique, à quel point il y a un travail de pionnier qui a été fait avec un courage extraordinaire, parce que c'était pas facile, parce que c'était pas reconnu, parce que c'était pas visible, parce que c'était pas mis en lumière, parce qu'il fallait même se battre pour pouvoir faire les choses, et à quel point c'est inspirant et c'est précieux. Donc c'est vraiment les ouvertures. À titre personnel, je pense que chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place sur cette terre, c'est une conscience qui l'ouvre. Mais ce travail-là, d'ouvrir, c'est énorme. On a tout à gagner aujourd'hui à entrer dans cette... Le terme, il est génial, dans cette dimension bonifiante pour la Terre. Et en plus, en général, ça rend heureux. Ils n'ont pas pu assister ce matin à la présentation. Porque a gente ainda estava dormindo. Porque ils faisaient dodo. E a gente não podia ir em evento dormindo. Et c'était pas possible d'aller à cet événement en train de dormir, enfin, de pas être présent. Porque a gente ainda tinha algumas horas ainda para a gente poder reposar mais pouco. Et il fallait bien se reposer pour récupérer. Ils avaient besoin de ces heures-là. A gente ainda estava chamando o nosso espírito que entrou no avião e que desceu no carro. Ils étaient en train de rappeler leurs esprits qui étaient un peu dispersés entre l'avion, la voiture. Na nossa comunidade, no nosso país, tem asseguro os conhecimentos tradicionais de cada povo. Mais dans leur école communautaire, ils ont des règles de connaître leur peuple. Ça, c'est une des règles. É dever de cada povo estudar sua ancestralidade. C'est un devoir de chaque peuple en Amazonie d'entendre, de comprendre et d'étudier leur histoire. Dos grandes motivos também da gente estar aqui é da gente fazer uma grande aliança global para a defesa da vida. Não importa os seus continentes que existem no mundo, tem algo que você vai fazer para ajudar outra pessoa. Il y a quelque chose qu'on peut toujours faire pour aider les autres. Então a gente estamos aqui com uma permissão da nossa ancestralidade. Avant de venir ici, ils ont demandé la permission aux ancêtres. Da nossa família. De la famille. E eu estou muito agradecido em estar aqui nesse lugar. Et ils remercient d'être ici. E todos nós deixar uma boa história nessa vida. É uma escola que não tem fim. C'est une école sans fin. É a natureza.
c'est la nature. Où il n'y a pas d'arbres, on va mettre beaucoup de fruitiers encore. Vai fazer o mesmo processus daqui, tipo plantar semente, igual a árvore que dá frutos. C'est le processus inverse de chez toi. Toi, tu as la forêt, nous, on n'a plus de forêt. E nous, on fait petit, puis on... Falou que lá na Amazônia é bom de conservar, aqui é de achar de novo uma floresta, de criar de novo, porque não tem mais. Chez nous, ici, il y avait des gros arbres, très gros en Bretagne. Ils ont tout coupé, mais depuis très 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 longtemps. Alors là, on a oublié la... Antigamente a árvore enorme aqui, só que foi tudo usado para madeira. Et on lutte pas pour le retour de la forêt ici parce qu'on l'a oublié. Vai conseguir. Já tem uma boa floresta, né? Il dit que c'est déjà une belle forêt, oui. Et puis que le projet il va fonctionner. Grandir plus. Oui. La terre a besoin. Sim, ela falou que a terra precisa também. Tudo isso aqui que está nascendo é você que está nascendo. Tem monte de Evelyn. Tout ce qui naît ici, c'est une partie de toi qui naît aussi. Tem muitas Evelyns nascendo. C'est clair. Evelyn. O nome dela, né? Ah, sim. Il dit qu'il y a beaucoup d'Evelyn. Oui, plein partout. Beaucoup. Till you find the one that is reason enough. I saw you on the ground, you were laying down, crying all your tears, and there was no one around. And you'll never find your way if you do like yesterday. Oh, you'll hardly ever feel the need to love till you find the one that is reason enough. Lost your teeth to find your peace. There's nothing you can do that will bring it to you. You hardly ever feel the need to love till you find the one that is reason enough. And you'll never find your way if you do like yesterday. And there's no one you can blame when you unravel your pain. You hardly ever feel the need to love till you find the one that is reason